À 52 ans, Henri connaissait ses eaux comme sa propre maison. Chaque récif, chaque courant, chaque humeur de cette mer imprévisible qui avait façonné sa vie entière. « Capitaine, on reçoit un signal de détresse faible sur le canal 16, annonça Yann Le Goff, son second, un jeune homme de 28 ans aux cheveux roux ébouriffés par le vent salin. Ça vient du secteur de Kermorvan, mais c'est étrange. Le signal est intermittent et pas très clair. Henri fronça les sourcils. L'île de Kermorvan était marquée inhabitable sur toutes les cartes marines depuis 1974, après la tragédie qui avait coûté la vie à 15 personnes lors d'une tempête mémorable. Officiellement, personne ne vivait plus sur cette île rocheuse de 3 km de long, battue par les vents et entourée de récifs traîtres qui avaient fait sombrer tant de navires au fil des siècles. « Tu es sûr que ça vient de là-bas » demanda Henri, son regard perçant fixé sur l'îlot qui émergeait progressivement du brouillard comme un navire fantôme. Il n'y a plus personne sur Kermorvan depuis des décennies. C'est ce que je pensais aussi, mais le GPS indique clairement cette direction. Et puis, regardez, capitaine. Yann pointa du doigt vers l'île. On dirait qu'il y a de la fumée qui sort de derrière les rochers, près de l'ancien village. Henri plissa les yeux et distingua effectivement une mince colonne de fumée grise qui s'élevait timidement dans l'air humide. Son cœur se serra. En 15 ans de service à la SNSM, il avait développé un 6e sens pour détecter la détresse humaine, et quelque chose dans cette fumée lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un simple feu de camp de randonneurs égarés. « On y va », décida-t-il en orientant la vedette vers l'île interdite. « Prépare le Zodiac, on ne pourra pas accoster directement avec le bateau principal. » Le vent forcissait, et les embruns salés fouettaient leur visage tandis qu'ils approchaient des côtes déchiquetées de Kermorvan. Henri se souvenait des histoires que lui racontait son grand-père, ancien pêcheur de Douarnenez, sur cette île maudite où les familles s'étaient installées au début du XXe siècle pour exploiter les ressources marines, avant que les éléments ne reprennent leurs droits de façon tragique. « Attention aux rochers immergés », prévint Henri, en manœuvrant habilement entre les écueils. Cette île n'a pas gagné sa réputation pour rien. Ils mirent le Zodiac à l'eau dans une petite crique abritée que Henri avait repérée sur les cartes anciennes. L'eau était d'un vert sombre, inquiétant, et le ressac créait une symphonie sourde contre les parois rocheuses. Henri sentait l'adrénaline monter en lui, cette sensation familière qui l'animait à chaque intervention, mélange d'excitation et d'appréhension face à l'inconnu. En posant le pied sur le sable noir et les galets de l'île, Henri fut frappé par le silence pesant qui régnait. Seuls les cris des mouettes et le fracas incessant des vagues brisaient cette quiétude troublante. Les ruines des anciennes maisons de pierre se dressaient comme des dents brisées dans le paysage désolé, recouvertes de lichens orange et de ronces sauvages qui avaient repris leurs droits sur cette terre abandonnée. « Par ici », murmura Yann, en désignant un sentier à peine visible qui serpentait entre les ajoncs et les bruyères. La fumée vient de cette direction. Ils progressèrent prudemment sur le terrain accidenté, leurs bottes écrasant les herbes folles gorgées de rosée. Henri remarqua des détails troublants, des traces de pas récentes dans la boue, quelques détritus modernes dispersés entre les pierres, et surtout, cette fumée qui continuait à s'élever avec régularité, trahissant une présence humaine délibérée. Soudain, un cri perçant déchira le silence matinal. Un cri d'enfant, plaintif et terrorisé, qui semblait venir de derrière un amas de rochers près de l'ancien puits du village. Henri sentit son sang se glacer dans ses veines. En 15 ans de sauvetage maritime, il avait entendu tous les appels à l'aide possible. Mais il y avait dans ce cri quelque chose de particulièrement déchirant qui réveillait en lui des souvenirs douloureux de sa propre enfance difficile. « Tu as entendu ça ?» chuchota Yann, dont le visage avait pâli sous ses taches de rousseur. Henri hocha la tête et accéléra le pas, son instinct de sauveteur prenant le dessus sur toute prudence. Ils contournèrent l'amas rocheux et découvrirent une scène qui les figea sur place. Un enfant d'environ 8 ans, aux cheveux châtains emmêlés et aux vêtements trempés, était recroquevillé contre une murette de pierre, ses grands yeux noisettes emplis d'une terreur pure. Il tremblait de tous ses membres, autant de froid que de peur, et fixait les deux hommes comme s'il venait de voir surgir ses pires cauchemars. « N'aie pas peur », dit doucement Henri, en s'accroupissant à distance respectueuse, utilisant cette voix calme et rassurante qu'il avait perfectionnée au fil des années. « Je suis Henri, je suis là pour t'aider. Comment tu t'appelles » L'enfant ne répondit pas, mais Henri remarqua qu'il serrait contre lui un petit carnet de cuir usé et qu'il portait au poignet un bracelet tressé de couleurs vives, typiquement breton. Ses vêtements, bien que sales et humides,
étaient de bonne qualité, ce qui écartait l'hypothèse d'un enfant des rues. « Il est blessé ?» demanda Yann en sortant la trousse de premier secours. Henri examina l'enfant du regard sans s'approcher davantage. Pas de blessure visible, mais des signes évidents de malnutrition et d'épuisement. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était ce regard hanté, cette terreur viscérale qui dépassait la simple peur de l'inconnu. « Thomas » murmura soudain l'enfant, sa voix à peine audible dans le vent. « Je m'appelle Thomas. »« Bonjour Thomas » répondit Henri avec un sourire encourageant. « Qu'est-ce que tu fais tout seul sur cette île? Où sont tes parents ?» À la mention de ses parents, Thomas se recroquevilla davantage et secoua vigoureusement la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Henri comprit immédiatement qu'il venait de toucher à un sujet douloureux. Dans son expérience, cette réaction trahissait souvent des traumatismes familiaux graves. « D'accord, on n'en parle pas maintenant », dit Henri d'une voix apaisante. « Tu as froid, tu as faim? On peut t'emmener au chaud sur notre bateau. »« Non !» cria Thomas avec une véhémence surprenante. « Je ne peux pas partir. Je dois rester ici. Ils vont être en colère si je pars. » Henri échangea un regard inquiet avec Yann. Qui étaient ces îles dont parlait l'enfant? Et pourquoi était-il si terrorisé à l'idée de quitter cette île supposée déserte? Une hypothèse glaçante commençait à se former dans l'esprit du capitaine. Et si Thomas n'était pas seul sur Kermorvan? Et si derrière cette façade d'île abandonnée se cachait une réalité bien plus complexe et dangereuse? Le brouillard commençait à se lever, révélant progressivement le paysage désolé de l'île. Henri remarqua alors quelque chose qui le fit frissonner. De la fumée s'élevait de plusieurs points différents, suggérant la présence de plusieurs foyers. Et dans le lointain, il crut distinguer une silhouette qui les observait depuis les ruines de l'ancien phare, avant de disparaître rapidement derrière les pierres. Thomas n'était définitivement pas seul sur cette île inhabitable, et Henri venait de pénétrer dans un mystère qui allait bouleverser sa vision du monde et remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur le devoir, la famille et la rédemption. Henri observa Thomas avec une patience infinie, s'efforçant de décrypter chaque expression qui traversait le visage de l'enfant. Le petit garçon serrait toujours son carnet contre sa poitrine comme un talisman protecteur, ses yeux noisettes scrutant nerveusement les alentours comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un d'entre les ruines. Le vent atlantique s'était intensifié, faisant claquer la vareuse orange d'Henri et soulevant des tourbillons de sable et de feuilles mortes autour d'eux. « Thomas » dit Henri en s'asseyant sur une pierre pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Je ne vais pas t'obliger à partir si tu ne veux pas, mais j'aimerais comprendre pourquoi tu as si peur. Tu sais, mon travail, c'est d'aider les gens, pas de leur faire du mal. » L'enfant le regarda avec une méfiance teintée d'espoir, comme s'il pesait intérieurement les risques et les bénéfices de faire confiance à cet homme en uniforme. Yann, comprenant la délicatesse de la situation, s'était reculé pour laisser Henri gérer cette approche psychologique complexe. « Ma maman dit qu'il ne faut jamais parler aux gens en uniforme », murmura finalement Thomas, sa petite voix presque couverte par le bruit du ressac. « Elle dit qu'ils emmènent les enfants loin de leur famille et qu'on ne les revoit plus jamais. » Henri sentit son cœur se serrer. Cette phrase révélait bien plus qu'une simple méfiance enfantine envers l'autorité. Elle trahissait une peur profonde et ancrée, probablement transmise par des adultes qui avaient de leur propre raison de fuir les représentants de l'ordre. Il commençait à entrevoir la complexité de la situation dans laquelle il venait de mettre les pieds. « Ta maman est sur l'île » demanda Henri avec précaution, remarquant comment Thomas s'était raidi à la mention de sa mère. « Marie n'est pas ma vraie maman », avoua l'enfant après un long silence. « Mais elle s'occupe de moi depuis que mes vrais parents… » Il s'interrompit brusquement, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues sales. « Marie » répéta Henri, enregistrant mentalement ce prénom. « C'est elle qui vit ici avec toi? Il y a d'autres personnes aussi ?» Thomas hocha la tête timidement, puis sembla réaliser qu'il en avait trop dit. Il se recroquevilla à nouveau, serrant son carnet encore plus fort. Henri remarqua que les pages du petit cahier dépassaient légèrement, révélant des dessins colorés et des mots tracés d'une écriture enfantine. « Tu aimes dessiner ?» demanda Henri en changeant de sujet pour détendre l'atmosphère. « Moi aussi j'aimais beaucoup ça quand j'étais petit. Tu peux me montrer ?» Cette approche sembla fonctionner. Thomas desserra légèrement son étreinte sur le carnet et l'ouvrit à une page où figurait un dessin représentant une île entourée d'eau bleue, avec plusieurs petites maisons et des personnages souriants. Au centre, une femme aux cheveux bruns tenait la main d'un petit garçon. « C'est Marie », expliqua Thomas avec un sourire timide. « Et ça, c'est moi. Elle dit qu'ici on est en sécurité, que personne ne peut nous faire de mal. » Henri étudia attentivement le dessin. Il y comptait au moins 6 ou 7 silhouettes différentes,
suggérant une petite communauté cachée sur cette île officiellement déserte. Cette découverte soulevait 1000 questions. Qui étaient ces gens? Pourquoi se cachaient-ils? Et surtout, dans quelles conditions vivaient-ils? Notamment les enfants. Thomas, est-ce que tu manges à ta faim ici? Est-ce que tu as un endroit chaud pour dormir? Demanda Henri, ses instincts paternels prenant le dessus. Marie fait de la soupe tous les jours, répondit l'enfant avec fierté. Et on a des couvertures dans l'ancienne école. C'est là qu'on dort tous ensemble quand il fait froid. L'ancienne école. Henri se souvenait vaguement avoir vu ce bâtiment sur les plans historiques de l'île. C'était l'un des rares édifices encore debout, construit en pierre solide au centre de l'ancien village. Si effectivement plusieurs personnes s'y abritaient, cela expliquerait les colonnes de fumée qu'il avait observées. Soudain, un sifflement aigu résonna à travers l'île, suivi de 2 autres plus brefs. Thomas sursauta violemment et se leva d'un bond, son visage exprimant une panique pure. « C'est le signal d'alarme » cria-t-il. « Il faut que je rentre. Marie va s'inquiéter. »« Attends, Thomas. » Henri se leva aussi, mais l'enfant était déjà en train de courir vers les ruines du village, bondissant agilement entre les pierres et les ronces avec l'assurance de quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain. « On le suit » demanda Yann, la main sur sa radio. « Oui, mais à distance » décida Henri. « Je veux voir où il va et qui sont ces fameux « ils » dont il parlait. » Ils emboîtèrent le pas à Thomas, progressant avec précaution sur le terrain accidenté. Henri remarquait maintenant des détails qui lui avaient échappé lors de leur arrivée. Des cordes tendues entre les arbres pour faire sécher du linge, des traces d'un potager improvisé derrière l'ancien presbytère, et surtout des sentiers parfaitement entretenus qui serpentaient entre les ruines. Thomas disparut derrière l'angle de l'ancienne école, un bâtiment de pierre grise au toit partiellement effondré, mais dont les murs semblaient encore solides. Henri et Yann s'approchèrent prudemment, entendant maintenant des voix qui conversaient à voix basse derrière les murs épais. « Reste ici et surveille nos arrières », chuchota Henri à Yann. « S'il y a un problème, tu appelles des renforts. » Henri contourna l'école et découvrit une cour intérieure où une scène extraordinaire se déroulait sous ses yeux. Plusieurs adultes entouraient Thomas, qui parlait rapidement en gesticulant dans leur direction. Une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux bruns striés de gris et aux traits tirés mais déterminés, semblait diriger le groupe. Elle portait un pull de laine épaisse et un pantalon de toile usé, mais ses gestes révélaient une autorité naturelle et une intelligence vive. « Marie », murmura Henri pour lui-même, reconnaissant immédiatement la femme du dessin de Thomas. Il compta rapidement les personnes présentes. Marie, 2 hommes d'âge différents, une femme plus jeune avec un bébé dans les bras, et 3 autres enfants qui s'accrochaient aux jupes des adultes. Tous avaient le même air inquiet et méfiant, comme des animaux sauvages prêts à fuir au moindre danger. Marie leva soudain les yeux et croisa le regard d'Henri. Pendant quelques secondes, ils se jaugèrent mutuellement, chacun évaluant la menace potentielle que représentait l'autre. Henri vit dans les yeux de cette femme une détermination farouche mêlée à une peur profonde, celle d'une lionne protégeant sa portée. « Vous êtes de la SNSM », dit-elle d'une voix claire mais tendue, brisant finalement le silence. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Henri sortit lentement de sa cachette, les mains visibles pour montrer ses intentions pacifiques. « Bonjour madame, je suis le capitaine Henri Moreau. Nous avons capté un signal de détresse et nous avons trouvé Thomas qui semblait en difficulté. »« Thomas va très bien », répliqua Marie avec fermeté. « Nous prenons soin de tous nos enfants ici. »« Vos enfants ?» répéta Henri, notant l'emploi du possessif. « Pardonnez ma curiosité, mais cette île est officiellement inhabitable. Vous vivez ici depuis longtemps ?» Marie échangea des regards inquiets avec les autres adultes. L'un des hommes, grand et barbu, fit un pas en avant d'un air menaçant, mais Marie l'arrêta d'un geste de la main. « Monsieur Moreau, dit-elle après une longue hésitation, je vais vous poser une question directe. Allez-vous nous dénoncer aux autorités ?» La question flotta dans l'air chargé d'embrun salé comme une épée de Damoclès. Henri réalisa qu'il se trouvait à un carrefour moral crucial. D'un côté, son devoir d'officier de sauvetage lui imposait de signaler cette occupation illégale d'une zone interdite. De l'autre, il voyait des enfants qui semblaient nourris et protégés, des adultes qui avaient visiblement choisi cette vie marginale pour des raisons qu'il ne connaissait pas encore. « Cela dépendra, répondit-il finalement avec honnêteté, de ce que vous allez me raconter. » Marie le regarda intensément, comme si elle sondait son âme. Puis après ce qui sembla une éternité, elle hocha la tête. « Dans ce cas, dit-elle en resserrant son pull autour d'elle, vous feriez mieux d'entrer. Il y a des choses que vous devez comprendre avant de prendre votre décision. »
Henri franchit le seuil de l'ancienne école, pénétrant dans un monde secret qui allait bouleverser sa perception de la justice, de la famille et de la protection des plus vulnérables. L'intérieur de l'ancienne école avait été transformé en un refuge improvisé mais ingénieux. Marie guida Henri à travers un couloir où les murs de pierre étaient tapissés de bâches plastiques pour l'isolation, éclairés par des lampes à pétrole qui diffusaient une lumière chaleureuse et dorée. L'odeur de soupe aux légumes et de pain frais flottait dans l'air, créant une atmosphère domestique surprenante dans ce lieu abandonné depuis des décennies. « Asseyez-vous », dit Marie en désignant une chaise de bois brut près d'une table fabriquée avec des planches récupérées. « Je vais vous expliquer qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. » Henri s'installa, remarquant les détails qui révélaient l'organisation minutieuse de cette communauté clandestine. Des étagères construites avec des caisses de pêche contenaient des provisions soigneusement rangées, des vêtements secs pendaient sur des cordes tendues près d'un poêle à bois improvisé, et dans un coin, des matelas et des couvertures étaient disposés en dortoir. Sur les murs, les dessins des enfants côtoyaient des cartes marines et des plannings de tâches quotidiennes. « Je m'appelle Marie Keruel », commença-t-elle en s'asseyant face à lui, ses mains calleuses posées sur la table. « J'étais institutrice à Paris pendant 15 ans avant de tout quitter il y a 8 mois. » Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre brisée où l'on apercevait l'océan gris et agité. Henri nota les cernes sous ses yeux, les rides prématurées qui marquaient son visage, signe d'un stress prolongé et de responsabilités écrasantes. « J'ai fait un burn-out sévère », reprit-elle d'une voix plus basse. 30 élèves par classe, des parents démissionnaires ou agressifs, une hiérarchie qui ne nous soutenait jamais. Et puis il y a eu cette histoire avec Julien. Thomas, qui s'était glissé silencieusement près d'elle, posa sa petite main sur le bras de Marie. Henri vit la tendresse immédiate qui illumina le visage de la femme, une affection genuine qui démentait l'absence de lien biologique entre eux. « Julien était un de mes élèves de CE2, » continua Marie en caressant distraitement les cheveux de Thomas. « Il vivait un enfer à la maison, des parents alcooliques et violents. J'ai signalé la situation aux services sociaux plusieurs fois, mais les procédures traînaient, les visites étaient annoncées à l'avance. Un jour, il est arrivé en classe avec des bleus terribles sur les bras. J'ai voulu le protéger, mais le système l'a renvoyé chez ses tortionnaires. » Henri sentit sa gorge se nouer. En tant que père, il connaissait cette rage impuissante face aux défaillances administratives qui abandonnent les plus vulnérables. « Qu'est-il arrivé à Julien ?» demanda-t-il doucement. « Il s'est jeté du balcon de son appartement, » répondit Marie, sa voix se brisant. « 8 ans, capitaine. 8 ans et il a préféré mourir plutôt que de retourner dans cette famille. » Le silence s'installa dans la pièce, seulement rompu par le crépitement du feu dans le poêle et le bruit sourd des vagues contre les rochers. Henri comprit maintenant la fêlure dans les yeux de Marie, cette douleur profonde qui l'avait poussée à fuir une société qu'elle jugeait défaillante. « Après ça, je ne pouvais plus, » poursuivit-elle. « Je voyais Julien partout. J'entendais sa voix me demander pourquoi je ne l'avais pas sauvé. J'ai démissionné, j'ai vendu mon appartement, et je suis venu ici, sur l'île de mes grands-parents. Je pensais juste disparaître. Mais vous n'êtes pas seul, observa Henri. Marie esquissa un sourire amer. Non, effectivement, les îles désertes attirent les naufragés, on dirait. Comme pour illustrer ses paroles, l'homme barbu qu'Henri avait aperçu dans la cour entra dans la pièce, accompagné de la jeune femme au bébé. L'homme, la cinquantaine solidement charpentée, avait les mains d'un travailleur manuel et le regard direct des gens qui n'ont rien à cacher. « Voici Pascal Lebrun », présenta Marie. Il était contremaître sur un chantier naval à Lorient avant que sa boîte ferme. Sa femme Claire est partie avec leur fille de 15 ans quand il a perdu son travail. Il buvait trop, dormait dans sa voiture. Il est arrivé ici, il y a 6 mois. Pascal hocha la tête vers Henri sans hostilité mais sans chaleur non plus. « J'ai entendu parler de cette île par un ancien collègue, » dit-il de sa voix rocailleuse marquée par des années de tabac. « Je pensais juste venir cuver ma honte en paix. Mais Marie, elle a vu autre chose en moi. Et voici Sandrine, » continua Marie en désignant la jeune femme qui berçait tendrement son bébé. 19 ans, enceinte à 17, jetée dehors par ses parents quand ils ont su qui était le père de l'enfant. Sandrine leva vers Henri des yeux verts, emplis d'une maturité précoce que lui avaient imposé les circonstances. Son bébé, un petit garçon d'environ 6 mois aux joues roses et potelées, gazouillait paisiblement dans ses bras. Le père de Lucas était marié, expliqua-t-elle, d'une voix claire malgré sa jeunesse. Un homme important de ma ville natale. Quand j'ai refusé d'avorter, sa famille m'a menacé. Mes parents ont eu peur du scandale et m'ont mise à la porte.
J'ai vécu dans des foyers pendant des mois avant de trouver Marie. Henri écoutait ces témoignages avec un mélange de compassion et d'inquiétude grandissante. Il commençait à comprendre que cette île n'abritait pas des délinquants ou des marginaux par choix, mais des gens brisés par les dysfonctionnements d'une société qui n'avait pas su les protéger ou les accompagner. « Et Thomas ?» demanda-t-il en se tournant vers l'enfant qui s'était endormi contre l'épaule de Marie. Le visage de Marie se durcit. « Thomas m'a été confié par sa tante il y a 4 mois. Ses parents, disons qu'ils avaient des méthodes éducatives très particulières. Des gens respectables en apparence, un père avocat, une mère médecin. Mais dans l'intimité, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Henri avait suffisamment d'expérience pour reconnaître les stigmates psychologiques des enfants maltraités, les cauchemars nocturnes, les sursauts au moindre geste brusque, cette méfiance instinctive envers les adultes en position d'autorité. Sa tante a essayé les voies légales, poursuivit Marie, mais Thomas refusait de parler, et sans témoignage de l'enfant, impossible de prouver quoi que ce soit. Les parents ont d'excellents avocats, des relations haut placées. Alors sa tante me l'a amené ici en me suppliant de le protéger le temps qu'elle trouve une solution. Et les autres enfants? Henri avait remarqué au moins 2 autres petits dans la cour. Léa et Marcus, répondit Pascal en prenant la parole. Frères et sœurs, 8 et 10 ans. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture, et ils devaient être placés séparément dans des familles d'accueil différentes. Leur grand-mère n'avait pas les moyens de les garder, mais elle ne supportait pas l'idée de les voir séparés. Elle nous les a confiés temporairement. Henri sentait le poids de ces révélations s'accumuler sur ses épaules. Chaque histoire qu'il entendait remettait en question ses certitudes sur le bien et le mal, sur le respect de la loi et la protection des innocents. Ces gens avaient trop tous fui un système défaillant, cherchant refuge dans cette île oubliée pour reconstruire une forme de famille dysfonctionnelle mais aimante. « Capitaine », dit soudain Marie en se penchant vers lui, « je sais que légalement, nous n'avons rien à faire ici. Je sais que vous pourriez nous dénoncer et que les services sociaux viendraient récupérer les enfants. Mais regardez-les. » Elle désigna Thomas qui dormait paisiblement, puis par la fenêtre où l'on apercevait Léa et Marcus, qui jouaient aux osselets avec Sandrine, tous 3 riant aux éclats. Ils sont nourris, habillés, scolarisés. Je leur fais cours tous les matins. Ils ont des adultes qui les aiment et les protègent. Ils ne craignent plus les coups, les cris, l'abandon. Pour la première fois de leur courte vie, ils sont en sécurité. Henri regardait ses enfants à travers la fenêtre sale, et une image s'imposa à lui, celle de sa propre fille Emma, à 8 ans, après son divorce, quand elle pleurait tous les soirs, en demandant pourquoi papa n'était plus là. Il avait cru bien faire en respectant les décisions du juge aux affaires familiales, en ne perturbant pas les arrangements légaux. Mais avait-il vraiment protégé sa fille, ou l'avait-il abandonnée au nom du respect des règles? Le vent s'intensifiait dehors, faisant vibrer les carreaux brisés de l'école. Henri réalisa qu'il se trouvait face au dilemme le plus complexe de sa carrière. Fallait-il appliquer la loi et briser cette famille recomposée mais illégale, ou fermer les yeux sur cette violation flagrante de toutes les réglementations en vigueur? Son regard croisa celui de Marie, et il y lut une question muette mais désespérée. « Allez-vous nous trahir ?» La nuit était tombée sur l'île de Kermorvan comme un voile noir troué d'étoiles, mais Henri n'arrivait pas à trouver le sommeil dans le sac de couchage que Marie lui avait prêté. Il avait accepté de passer la nuit sur l'île pour réfléchir à sa décision, renvoyant Yann au port, avec pour consigne de ne rien signaler avant le lendemain matin. Allongé sur un matelas de fortune dans l'ancienne salle de classe, il écoutait les respirations paisibles des enfants endormis autour de lui et le bruit incessant des vagues qui s'écrasaient contre les rochers. Vers 3 heures du matin, Thomas se réveilla en sursaut, poussant un cri déchirant qui glaça le sang d'Henri. L'enfant se débattait contre des démons invisibles, murmurant des « non, papa, non », qui révélaient l'ampleur de ses traumatismes. Marie accourut immédiatement, prenant l'enfant dans ses bras avec une tendresse infinie. « Chut, mon cœur, tu es en sécurité », murmurait-elle en berçant Thomas. « Papa ne peut plus te faire de mal ici. Marie est là, Pascal est là, on te protège. » Henri observait cette scène dans la pénombre, frappé par la justesse des gestes de Marie, cette capacité naturelle à apaiser la souffrance de l'enfant. Il repensa à sa propre fille Emma, à tous ces moments d'intimité paternelle qu'il avait ratés à cause de son travail, de ses priorités mal placées. Marie, sans être la mère biologique de Thomas, incarnait mieux la maternité que beaucoup de parents qu'Henri avait croisés dans sa vie. « Vous ne dormez pas non plus ?» chuchota Marie en s'approchant de lui une fois Thomas rendormi. Difficile de fermer l'œil avec toutes ces questions qui se bousculent, avoua Henri en se redressant. Marie,
Puis-je vous poser une question personnelle? Elle hocha la tête, s'asseyant sur une chaise près de son matelas. Avez-vous déjà eu des enfants? Marie sourit tristement dans l'obscurité. J'ai essayé pendant des années avec mon ex-mari. 3 fausses couches, des traitements de fertilité ruineux. Il m'a quitté en disant que j'étais une femme incomplète, incapable de donner la vie. Ironique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je me retrouve mère de 5 enfants qui ne sont pas les miens biologiquement, mais que j'aime plus que ma propre vie. Henri sentit sa gorge se nouer. Et vous n'avez jamais pensé à adopter légalement? Avec quoi? Répliqua Marie avec amertume. Je suis officiellement une chômeuse sans domicile fixe. Les services sociaux ne confient pas d'enfants à des femmes comme moi. Le système préfère laisser les enfants dans des familles dysfonctionnelles mais respectables, plutôt que de les confier à des marginaux qui les aiment. Cette conversation fut interrompue par Pascal qui fit irruption dans la pièce, l'air préoccupé. Marie, il faut que vous veniez voir. La météo annonce une tempête majeure pour demain soir. Force 9, peut-être 10. On n'a jamais essuyé ça depuis qu'on est là. Henri se leva immédiatement. En tant que marin expérimenté, il connaissait les dangers que représentait une tempête de force 9 sur une île exposée comme Kermorvan. Les anciennes constructions pourraient ne pas résister, et sans moyen de communication fiable, il serait complètement isolé. « Il faut évacuer », dit-il fermement. « Cette île n'est pas équipée pour affronter une tempête de cette ampleur. Je peux faire venir des bateaux demain matin. »« Non », répondit Marie avec détermination. « Si nous partons, nous ne pourrons jamais revenir. Les autorités en profiteront pour saisir les enfants et nous disperser aux 4 vents. »« Marie, soyez raisonnable, » insista Henri. « La vie des enfants est plus importante que votre refuge. »« Justement, » s'exclama-t-elle. « Leur vie, leur vraie vie, leur équilibre psychologique, tout est ici. » Thomas recommence à faire confiance aux adultes, Léa et Marcus retrouvaient le sourire, Lucas grandit dans l'amour. Vous voulez qu'on détruise tout ça par peur d'un peu de vent? Henri réalisa qu'il se trouvait face à un dilemme encore plus cruel qu'il ne l'avait imaginé. Forcer l'évacuation signifierait trahir la confiance de ces gens et condamner les enfants à retourner dans des situations potentiellement dangereuses. Mais les laisser affronter la tempête sans protection adéquate revenait à jouer avec leur vie. Le lendemain matin, apporta des nouvelles alarmantes. Yann arriva avec la vedette de secours, accompagné du préfet maritime et de 2 gendarmes, alertés par les prévisions météorologiques catastrophiques. « Capitaine Moreau, » dit le préfet maritime, un homme sec aux cheveux gris, « nous avons ordre d'évacuer immédiatement tous les occupants illégaux de cette île. La tempête qui arrive pourrait être la plus violente de la décennie. » Henri se trouvait soudain pris entre 2 feux, son devoir d'officier et sa conscience d'homme. Il regarda Thomas qui s'accrochait à la main de Marie, les yeux emplis de cette terreur qu'il connaissait maintenant si bien. « Monsieur le préfet, » dit Henri après un long silence, « puis-je vous parler en privé ?» Il entraîna le préfet à l'écart et lui expliqua la situation des familles réfugiées sur l'île, leurs histoires individuelles, les raisons qui les avaient poussées à fuir. Il parla de Thomas et de ses parents violents, de Léa et Marcus menacés de séparation, de Sandrine chassée par sa famille. « Capitaine, » répondit le préfet après l'avoir écouté attentivement, « je comprends votre émotion, mais la loi est la loi. Ces gens occupent illégalement un territoire interdit et des enfants sont en danger. »« En danger de quoi ?» rétorqua Henri avec passion. « D'être aimés, protégés, éduqués. Monsieur le préfet, j'ai vu ces enfants hier et aujourd'hui. Ils rayonnent de bonheur pour la première fois de leur vie. » Le préfet le regarda avec surprise. Henri Moreau était connu pour son respect scrupuleux des règlements, sa réputation d'officier irréprochable. Le voir défendre des squatteurs était pour le moins inattendu. « Que proposez-vous » demanda finalement le préfet. Henri prit une inspiration profonde. « Donnez-moi 24 heures. Laissez-moi organiser une évacuation temporaire vers le continent, le temps de la tempête. Mais promettez-moi qu'ensuite, nous chercherons ensemble une solution légale pour ces familles. Un statut d'occupation temporaire, une reconnaissance de leur situation particulière, quelque chose qui leur permette de rester ensemble. » « C'est impossible, capitaine. Les services sociaux ont échoué avec tous ces enfants, » coupa Henri. « Donnez-leur une chance de prouver qu'une famille choisie peut être plus solide qu'une famille imposée. » Le préfet maritime observa Henri longuement, puis tourna son regard vers la petite communauté rassemblée devant l'école. Il vit Thomas qui dessinait tranquillement assis près de Marie, Léa et Marcus qui aidèrent Pascal à réparer un filet de pêche, Sandrine qui allaitait son bébé sous le regard protecteur de tous les adultes. 24 heures, concéda-t-il finalement. Mais au moindre problème,
Au moindre signe de danger pour ses enfants, j'interviens. Henri hocha la tête, sachant qu'il venait de jouer sa carrière sur un coup de poker. Mais en regardant Thomas qui lui souriait timidement depuis la cour de l'école, il sut qu'il avait fait le bon choix. La tempête frappa l'île cette nuit-là avec une violence inouïe, mais tous les habitants étaient en sécurité dans le refuge temporaire qu'Henri avait organisé à Brest. Et quand ils purent enfin retourner sur Kermorvan 3 jours plus tard, ce fut avec un statut légal provisoire que le préfet avait obtenu à titre exceptionnel. 6 mois plus tard, l'île de Kermorvan était devenue officiellement un lieu de vie alternatif, reconnu par les autorités, accueillant des familles en détresse sous la supervision bienveillante de Marie et de son équipe. Henri, qui avait pris sa retraite anticipée de la SNSM, était devenu le coordinateur de ce projet pilote unique en France. Et Thomas, qui avait retrouvé la parole et la confiance, l'appelait maintenant « Papy Henri », avec un sourire radieux qui réchauffait le cœur du vieil homme de mer. Car parfois, les plus belles familles sont celles que la vie vous offre quand vous avez le courage de tendre la main à ceux qui en ont besoin.